Salut les guerriers, ça va? Bah, ça va très très bien. Je suis très heureux là en ce moment. Les choses se passent d'une façon magnifique, les gens s'éveillent, mais vraiment de partout. J'ai pas de mots pour dire vraiment ce qui se passe. Comme malgré ce qu'on essaie de nous faire croire, vraiment c'est une période, je pense, clé absolument pour tous. Et ça se passe parfaitement. Alors c'est vrai que bon, bah, la dernière vidéo, j'ai un petit peu, je pouvais pas contourner ça, hein, parler un petit peu de l'actu présente. Là, on va passer à autre chose. Juste pour clore le sujet, bon, bah, je pense qu'on a tous compris plus ou moins qu'il s'agit simplement de factions. Évidemment, il y a le nouvel ordre mondial hein, qui s'installe. Et puis, heureusement pour nous, c'est que de l'autre côté, alors à savoir qui sont les belligérants, qui sont les autres, ça c'est à toi de savoir. Mais en tout cas, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Hein. Et les choses se passent magnifiquement bien. En tout cas, ça s'estompe. Et ça va vraiment dans le bon sens. Donc heureusement qu'il y a des pays effectivement qui ne marchent pas dans cette nouvelle ordre mondiale tout simplement et puis qui font ce qu'ils peuvent en fait. Hein, donc qui font ce qu'ils peuvent pour essayer de contrebalancer cette vilaine énergie hein, qui essaie vraiment d'aller à son paroxysme. Laissons-les s'écrouler. Moi je te propose de passer à ce qui nous intéresse. En l'occurrence, je t'avais proposé de faire une petite canalisation avec Enki. Alors je vais essayer d'être assez concis là-dedans, parce que c'est une grande histoire. Hein. Alors je pense qu'il faudra plusieurs vidéos un petit peu pour clore ce sujet-là. En tout cas, je vais essayer d'être à la hauteur de ce qu'il essaye de me montrer, de me dire. Le message est assez simple pour lui. Néanmoins, ça vient toucher quand même pas mal de choses. Alors, je vais pas m'endormir, hein, tu connais, je ferme les yeux, là, je vais essayer simplement de me brancher vraiment sur la bonne fréquence, tout simplement. Et puis, bah, écoute, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Excuse-moi, j'arrive. Hein. Donc, pour ceux qui voient Enki, alors moi je le vois, il est bleu, effectivement. Hein. C'est un être chargé de beaucoup de gratitude, beaucoup d'amour. Il est très philosophe et il a beaucoup de savoir scientifique aussi. Mais il a un amour pour l'humanité qui dépasse l'entendement. Alors après, je ne fais pas de ségrégation, ni de hiérarchie. Hein. Je te dis tout de suite que pour moi, alors dans mon référentiel à moi, Jésus, le Christ, hein, et c'est pour moi en tout cas l'entité que je connais qui est le plus proche de la source. Mais néanmoins, quand il vient, bah, il est très humble et très simple et il se présente vraiment comme un frère. Enki, ça ressemble aussi un petit peu à ça, mais je dirais qu'il est peut-être un peu moins proche de la source. Ce qui ne fait pas de lui quelqu'un de mauvais, hein, absolument pas. Donc il a cette énorme gratitude en fait envers l'humanité. Il nous adore, mais pourquoi? Ok. Bonjour Enki. Pardon. Ok. On va juste un petit peu faire deux, trois généralités. Excuse-moi parce que voilà, le morceau est grand et puis on va essayer de faire focus vraiment sur ce qui nous intéresse. Donc, ok, voilà ce qu'il voulait me dire. Déjà à son arrivée, il est venu avec son père à nous, hein, donc. Les rapports familiaux sont un peu compliqués hein, entre eux, mais il y a des parallèles entre ce que toi tu pourrais vivre avec tes propres parents par exemple. Il y a un choc entre eux, de génération on pourrait dire. Son père n'est pas forcément mauvais, il l'aime, hein, mais c'est un peu si tu veux comme si tu avais d'un côté un mania du pétrole, tu vois, qui a ses idées, qui est dans une ancienne matrice en fait et qui œuvre en fait pour ce qui lui semble bien et juste et correct. Peut-être un peu, donc son père, hein, il a un petit peu cet archétype du service pour America First, hein, on dit, tu sais, un peu à la... c'est d'abord sa planète, hein, et puis après le reste, il a peut-être pas une conscience globale de tout. Son fils, Enki, lui, est plus comme quelqu'un de beaucoup plus
avancé dans les énergies, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus sensible, il est beaucoup plus poétique, il regarde vraiment le tout. Il est beaucoup plus connecté à la source que son père, en l'occurrence. Alors ça va peut-être pas te plaire, hein, ce que je vais te dire là, mais alors bien sûr qu'on est des êtres incarnés de lumière qui sont venus faire une expérience, tout ça c'est cohérent. Néanmoins, il m'amène là justement à son arrivée sur Terre avec sa troupe, avec son père. Ils habitaient donc sur Nibiru, une planète qui n'existe plus sous cette dimension-là, mais elle existe encore sous des dimensions qui sont plus éthérées. En l'occurrence, lui maintenant, ce sont des êtres qui étaient multimillénaires quand ils étaient incarnés, mais là, en tout cas là de ce que je vois, ils ne sont plus incarnés. Ils sont dans leur état initial, originel. Mais quand ils étaient incarnés, Nibiru avait besoin de certaines ressources qui faisaient défaut sur cette planète. Il me montre des cristaux. Pas forcément des diamants ou de l'or comme on a pu le croire, hein, simplement du quartz. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme du silicium pour nous. C'est-à-dire qu'en fait dans le quartz ils peuvent stocker un nombre d'informations absolument gigantesque, incalculable. Et il me montre en parallèle technologique qu'ils avaient besoin de ces cristaux qui ne sont pas rares sur la Terre, mais pourtant sur d'autres planètes sont très rares. Il y a des planètes où il y a beaucoup plus de diamants, mais quasiment pas de quartz. Et donc le quartz vaudrait beaucoup plus, aurait beaucoup plus de valeur en fait. Ok. Donc la première intention de son père était simplement de pouvoir se saisir de ces certains cristaux qu'il y avait sur Terre, qu'il y a toujours d'ailleurs, pour pouvoir évoluer technologiquement. Et c'était pas forcément, l'idée n'était pas forcément mauvaise, c'était pas forcément une mauvaise technologie, mais en tout cas il y avait vraiment une idée de stockage d'informations de par ces cristaux. Ok. Et ils auraient pu le faire de plusieurs façons. Alors l'atmosphère sur la Terre n'est pas respirable pour eux. Elle n'a pas toujours été à 21% d'oxygène. Donc ils avaient plusieurs choix en fait. Soit ils pouvaient extraire ces cristaux de façon mécanique, mais c'était quand même quelque chose de très contraignant en fait. Hein. Quand ils sont arrivés, il y avait des hominidés, des hommes singes, qui commençaient à se lever sur leurs pattes et ils avaient un pouce opposable. L'idée étant la suivante, finalement ils ont des connaissances génétiques qui sont assez avancées. Donc en fait, du point de vue de son père, c'était pas mauvais. Il aidait en fait à pouvoir faire une évolution beaucoup plus rapide. Donc il y a des hominidés qui ont été kidnappés à ce moment-là. Et ils ont été traficotés génétiquement. Pour pouvoir en fait obéir à des ordres simples. Ok. Pour pouvoir en fait extraire des mineurs. Comment ça pouvait marcher ça? C'est-à-dire qu'en fait ils ont augmenté réellement la sensation du plaisir éphémère à court terme. Le circuit limbique, je crois qu'on appelle ça, dans ces hommes-là, qui est en fait du coup avec une simple petite récompense et un plaisir éphémère, ça pouvait donner la carotte au bout du bâton. Hein. Et du coup ils travaillaient sans rechigner, parce qu'en échange ils pouvaient avoir des plaisirs simples. Donc on a été un petit peu, l'ego a été démesuré à ce moment-là. Ce qui explique en fait directement les chaînons manquants. Dans l'humanité, on remarque qu'il y a eu une évolution qui n'a pas été graduelle, elle a été faite de paliers, et les autres créatures, eux, n'ont pas ces paliers. En fait, ils ont une évolution beaucoup plus lente et beaucoup plus linéaire. Ça vient remplir en fait la question du chaînon manquant dans l'humanité. C'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, ils ont recorrigé, ils ont refait, et c'est là qu'on est passé de l'Homo sapiens erectus, si je ne dis pas de bêtises. Et là, en fait, c'était des hommes qui nous ressemblaient déjà pas mal. Et il y a eu effectivement deux civilisations qui se sont chevauchées, et ces hominidés erectus ont pris le pas sur les autres. Ok.
Donc en fait, nous, on a été destinés à servir, bêtement, en tout cas au niveau de notre génétique. Après, il y a eu des âmes, des êtres très lumineux qui sont venus s'incarner au fil du temps, mais ça, c'est plus loin dans l'histoire, qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. D'accord. L'expérience a assez vite tourné au désastre pour eux, dans le sens qu'ils s'y attendaient pas, en tout cas son père et sa faction, hein. Ils s'y attendaient pas de voir que l'humain pouvait commencer à faire des choses qui n'étaient pas programmées à la base pour ça. Je parle bien de, par exemple, l'amour. C'est-à-dire qu'ils ont vu dans ces mines-là des gens qui arrêtaient de travailler pour venir en aide, par exemple, à quelqu'un qui aurait été blessé ou nécessiteux. Et du coup, ils étaient programmés en fait pour s'en foutre, si tu veux, et puis continuer leur truc simplement par leur propre plaisir. C'est ce qui nous a amené un petit peu là, au travers de cette société, hein. L'Empire de Rome, par exemple, disait avec du pain et des jeux, on peut tout à fait assouvir une population. C'est sur cette faille qu'ils se sont mis et qu'ils ont réussi à perdurer. Néanmoins, et c'est là qu'on revient au pourquoi de l'amour d'Enki et de cette magnificence qu'ils voient en nous, en fait, c'est-à-dire qu'on a fait jurisprudence dans l'univers. C'est quelque chose qu'ils avaient déjà fait dans d'autres planètes. Mais l'humain, et il ne l'explique pas exactement pourquoi, mais ça a mis l'importance de la source, c'est que même quand on est programmé, même quand on est génétiquement, en fait, quand on est génétiquement prévu pour faire une certaine tâche, une certaine besogne, la source a quand même réussi de nous rallumer, de nous réparer en fait. Et finalement, ces chaînons manquants qui étaient là pour nous faire évoluer d'un coup mais stagner, eh bien, on a trop évolué. Et en fait, on n'était plus aussi obéissant finalement qu'il aurait souhaité. Donc en fait, Enki nous aime vraiment à cause de ça, en particulier. C'est parce qu'en fait, on a un mérite incroyable. C'est qu'on a été bridé, on a été désactivé, on a été suractivé sur certains points, et on a été désactivé sur certains autres. Et en fait, grâce à notre connexion à la source, les choses se réparent d'elles-mêmes. Donc ils ont compris quelque chose de très important là dans son peuple, c'est que la source a toujours le dernier mot finalement, et que même quand on trafique des êtres génétiquement modifiés pour pouvoir obéir aux ordres, eh bien ça a fait évoluer tout l'univers. L'humanité est réellement un exemple à prendre pour eux, et ils se sont remis en question depuis. Ils ont beaucoup évolué grâce à l'observation qu'ils ont eue sur les humains. Enki nous a toujours défendus. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces paliers d'évolution où on a été trafiqué génétiquement, à chaque fois, c'était pour essayer de nous remettre, si tu veux, le couvercle dessus et puis de ne pas nous faire évoluer et rester dans notre statut de servant, de servile. Mais lui a déjà eu des conflits avec son père à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'en fait, il lui disait « Mais regarde, tu n'as pas le droit de faire ça, parce que regarde, tu vois bien qu'ils sont quand même empreints d'amour, qui sont capables d'entraide entre eux, qui sont capables même de... » Il me montre des gens qui étaient prêts à mourir, en fait, devant l'oppresseur, plutôt que de se retrouver dans le camp de l'oppressé, quoi, finalement. Ok. Donc beaucoup de conflits entre eux par rapport à ça, puisque lui œuvre réellement pour la source, et son père œuvre plutôt pour son peuple. Donc en fait, les deux œuvrent par amour, hein, quelque part, mais un œuvre par amour, par intérêt pour une petite minorité, et lui œuvre par amour pour tout l'univers, pour tout le cosmos. Aujourd'hui, ils sont plus ou moins en paix. À nous, je vois qu'il est en train de se désintégrer quelque part, il existe de moins en moins. Et son fils, en fait, est en train de nous ensemencer de nouveau. Et ça aussi avec l'aide du Christ. Apparemment, ils œuvrent un petit peu ensemble, hein. Il n'y a pas une énorme différence. D'ailleurs, Enki, c'est Shiva aussi, hein.
Donc c'est d'autres formes, c'est une conscience christique. D'accord. Ils font partie effectivement de la même conscience christique. Et cette conscience christique, maintenant, elle est complètement dispatchée, en fait, dans tous les hommes et femmes qui veulent bien ouvrir leur cœur. On a fait jurisprudence parce qu'effectivement, en fait, ça a changé carrément. L'observation de ce qui s'est passé sur Terre a pu changer toutes les lois de l'univers. C'est très très grand ce qui se passe et c'est pour ça que j'en parle vraiment avec des pincettes et sur les œufs, parce que c'est une histoire qui est très longue, hein, qui est pleine de rebondissements. Toujours est-il que ils ne font plus ces actions, elles ne peuvent plus perdurer grâce à notre comportement. Donc en fait, nous, sans le savoir, en développant l'amour alors qu'on était complètement débridé de ça, on a réécrit réellement les lois de l'univers, à quelque part. Et maintenant, ces transmutations, ces transformations génétiques ne sont plus permises, ils ne le font plus. Et ils reviennent toujours en fait à la base, il y a des écrits à quelque part, apparemment dans les annales akashiques, qui montrent cet exemple, et dire, voyez, c'est l'arroseur arrosé. Hein. Finalement, en fait, Nibiru s'est éteint, et c'est pas pour rien, à cause de leur travers, et le fait de ne pas voir les choses suffisamment grandes. Il y a un rapport direct entre Nibiru et la Terre, apparemment. Alors tu m'excuseras, hein, je suis pas très précis, parce que justement c'est très 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 grand. Bien. Si on arrive aujourd'hui, il voudrait me dire ça, et t'inquiète pas, je ferai d'autres vidéos qui seront plus précises. Il voudrait revenir justement à la dernière vidéo que j'ai faite, où effectivement il y a une volonté tout le temps qui est là, en fait des vieux restants d'archétypes de son père, hein, et de son clan, qui sont là en fait pour toujours nous faire rentrer dans la peur, dans l'obéissance, dans la servilité. Ok, donc tout ça, ça a été les restants, si tu veux. Donc je parlais effectivement du 11 septembre jusqu'à aujourd'hui, toutes ces actions qui ont été faites, hein, pour nous nourrir de peur, en fait. C'est ce clan-là, en fait, qui est en train de se désintégrer gentiment. Et à chaque fois que ça passe par nous et que ça transmute et qu'on ne croit pas à la version officielle, ça vient aider réellement à estomper à chaque fois cette énergie qui n'existe quasiment plus maintenant. Donc effectivement, l'ombre, hein, qu'on peut les appeler, ça pourrait être des restants de ce que nous considère l'ombre d'un ancien archétype. Ok, on va revenir à quelque chose de très simple. Et il voudrait nous mettre en garde, en fait, par rapport à ce qui va suivre. Est-ce qu'on peut parler du réchauffement climatique? Oui. Il aimerait peut-être juste semer quelques graines, hein, quelques doutes, quelques questionnements par rapport à ça, puisque maintenant on est quand même déjà bien réveillé et on voit qu'à chaque fois ça prend de moins en moins. Tout ce qu'on essaye de nous faire inculquer par rapport à un système de culpabilité. Lui, c'est un grand scientifique, hein, donc il connaît très très bien les lois de la génétique, par exemple, des besoins du corps. Tiens donc, il me parle de l'oxygène. L'oxygène, qui est aujourd'hui chargé à 21%, quand tu respires de l'oxygène, tu recraches du CO2. Hein. Ce n'est pas du tout un gaz polluant, c'est simplement une molécule d'oxygène qui a été inversée. Ce qui est assez incroyable sur la Terre, c'est qu'en fait, l'oxygène est un gaz extrêmement corrosif, explosif même, oxydant, très oxydant pour les cellules. Normalement, la vie ne se nourrit pas d'oxygène. Les plantes, le règne végétal, lui, rejette de l'oxygène comme déchet. Et c'est bien le problème qu'ils avaient, c'est-à-dire qu'il y avait déjà, alors quand ils sont arrivés, l'oxygène était à 16%. Aujourd'hui, il était à 21%. Donc eux s'oxydaient très très vite. Hein. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient absolument pas respirer sur la planète, parce que c'était beaucoup trop de déchets de plantes. Hein. Ils le voyaient comme ça, donc un gaz qui est très irritant pour eux. Néanmoins, l'humain, et ça c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup étudié chez nous en fait, c'est qu'on a réussi à inverser ça et se nourrir d'oxygène en fait.
et c'est pas du tout la norme, hein. Le règne animal se nourrit d'oxygène, mais en fait c'est vraiment une astuce de la nature très très bien faite pour réussir à contrebalancer. Donc en fait, plus il y a de CO2, plus les plantes se nourrissent. Elles se nourrissent donc de CO2, hein. Donc plus on fait de CO2, plus les plantes ont à manger. Plus elles rejettent de l'oxygène, plus on le respire, et ainsi de suite. Donc plus il y a de CO2, plus la planète verdit. C'est ce qu'il veut me montrer. Je sens bien que là j'ai un petit peu le cœur qui bat parce que je jette un gros pavé dans la mare là, hein, quand même, hein, parce que là il y a une croyance qui est totalement erronée. Les gaz à effet de serre. Il veut me montrer qu'en fait finalement l'atmosphère se réchauffe, non pas par le rayonnement, on ne chauffe pas un gaz tel qu'il soit par le rayonnement. Le rayonnement c'est donc les rayons de la lumière qui traversent un gaz, hein. Tu ne peux pas le chauffer comme ça. Et il me montre que si tu gonflais un ballon de baudruche, il serait chargé en CO2, hein. Donc un dioxyde de carbone, et à ne pas confondre avec le monoxyde de carbone qui lui est un polluant. Mais là c'est un gaz tout à fait naturel, qui est d'ailleurs la source première de la respiration des plantes. Si tu gonfles un autre ballon de baudruche chargé même à 100% d'oxygène et que tu envoies un rayonnement dedans, un ballon ne va pas gonfler plus que l'autre, ne va pas chauffer plus que l'autre. Okay, ça c'est une base à prendre en compte. Le rayonnement, donc, lui, touche la matière solide, donc la roche, le sol de la Terre, et ensuite le gaz, lui, l'atmosphère en l'occurrence, se chauffe par convection, c'est-à-dire qu'il va se chauffer par le contact avec la Terre, ce qui explique évidemment une perte de température avec l'altitude. Tu vois où je veux en venir ? C'est-à-dire qu'en fait, alors c'est mon avis, d'accord ? C'est juste une canalisation. Et on est encore, heureusement au jour d'aujourd'hui, on a la liberté d'expression, on a le droit de donner son avis. Donc je prends ce droit, et mon avis est que l'effet de serre est une arnaque monumentale. Puisqu'en fait, ça n'a aucun fondement scientifique. Et bien que certains scientifiques y croient, ça ne veut pas dire qu'ils ont été éduqués pour ça. On leur a appris déjà de leur petite enfance que s'ils apprenaient une information qu'ils la régurgitaient telle quelle, ils avaient des bonnes notes. Ils passaient des examens, ils auraient des diplômes. Donc en fait, c'est exactement ce qu'ils font. Ils croient y savoir, on leur a dit que, mais ils n'ont pas forcément fait l'expérience d'eux-mêmes. Donc du coup, en fait, ça ce serait effectivement quelque chose qui prépare pour mettre des fausses croyances, pour de nouveau ce système de culpabilité qui revient toujours au même, c'est-à-dire qu'en fait c'est le contrôle de tes déplacements, c'est le contrôle quoi, sous toutes ses formes, et te culpabiliser, te dire que si tu te déplaces, tu tues la planète. Tu vois, c'est des raccourcis qui sont totalement stupides, alors qu'on sait très bien que l'industrie est la principale source de polluants. Donc, ne mélangeons pas tout. La pollution, évidemment, c'est très bien, c'est très mauvais, pardon. C'est pas bien, je voulais dire, excuse-moi. Mais et ne pas confondre avec, je vais dire, un surplus de CO2 dans l'atmosphère. On nous bassine cette histoire de CO2 quand tu as de la combustion, c'est-à-dire que tu veux du feu, c'est l'oxygène qui est consommé et à la place tu as du CO2 tout simplement. C'est aussi bête que ça. Donc un moteur à combustion, alors oui, bien sûr, il y a des polluants qui ne sont pas terribles, mais le problème n'est certainement pas dans le CO2. J'aurais dû prendre des mouchoirs, là je ne m'attendais pas à être dans un état pareil, parce que ça me touche vraiment, parce que c'est quand même, on sent l'ampleur de l'arnaque là arriver, et bon, bref. Il y a une histoire avec la couche d'ozone, effectivement, qu'il y a quand même un rayonnement qui touche la roche et qui revient sur la couche d'ozone et qui reviendra un peu, mais de l'ordre de 0,1%, donc en fait c'est négligeable. Effectivement, il y aurait un réchauffement possible par rapport à un certain effet de serre, mais qui n'a rien à voir avec le CO2, qui est plutôt au niveau de la ionosphère, au niveau de la tropopause. Et en fait, tu vois, je vais dire, moi, dans les années 80, on me bassinait qu'il y avait un trou dans la couche d'ozone, hein.
On nous a fait très peur avec ça, et après on en a pu reparler, hein. C'est exactement la même chose. Donc rien à voir, quoi, en fait. Rien à voir du tout. On peut voir sur des photos de time-lapse, hein, sur Google Maps par exemple, des endroits. Alors évidemment, si tu regardes la déforestation, bah, évidemment que ça devient de plus en plus aride, mais des zones qui n'ont pas été touchées, elles verdissent de plus en plus. La planète est de plus en plus foisonnante. Euh, dans les couches, dans les latitudes qui sont les tropiques, c'est là où il fait le plus chaud, c'est là où c'est le plus humide, c'est là où il y a le plus de plantes. On est d'accord. Il y a quand même plus de plantes en Amazonie qu'au pôle Nord, non? Il me semble. Donc en fait, ce qui est en train de se passer réellement sur la Terre, c'est qu'il y a un réchauffement. C'est vrai, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'on essaie de nous faire croire. C'est une histoire de vibration, de région dans laquelle on se trouve dans l'univers, de fréquence de Schumann, de frottement de particules. Et tout ça, ça effectivement amène à un certain réchauffement. Mais il me montre une ligne de temps où la planète est foisonnante de végétation. Tu peux remarquer par toi-même que chaque année, le feuillage est de plus en plus dense, quelle que soit la région où tu habites. Que chaque saison qui arrive, en fait, les plantes sont à chaque fois plus massives. Et ça n'a pas toujours été le cas, hein, parce qu'il y a des moments où la Terre vibrait très très bas dans l'obscurantisme et les récoltes ne prenaient pas. Et là, en fait, si on arrête de faire n'importe quoi avec la chimie et tout, la planète n'a jamais été aussi abondante, la planète n'a jamais été aussi foisonnante. Et il me montre des fruits vraiment qui poussent, hein, partout, hein. Donc en fait, il y a de la nourriture pour tout le monde, hein. C'est juste une histoire de mauvaise gestion, hein, par une élite corrompue. Donc en fait, c'est une excellente nouvelle, hein. Évidemment, le Soleil a aussi chauffé, c'est une histoire de système solaire. Si on va sur Neptune ou si on va sur Mars, pas jusqu'à Neptune, enfin tout le système solaire, mais simplement Vénus et Mars, hein, qui sont juste à côté de la Terre, elles ont réchauffé, mais alors là on parle de plusieurs centaines de degrés, hein, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc le réchauffement est beaucoup plus important. Donc le CO2, tintin, rien à voir. Tout ça, c'est un signe en fait d'abondance. Et ce ne serait pas étonnant que si on ne détruit pas tout d'ici là, cette région des tropiques, en fait, hein, entre le tropique du Cancer et des Capricornes, s'agrandisse et que finalement on ait vraiment une végétation qui soit luxuriante, quasiment jusqu'au pôle. Ok. La fonte des eaux, alors du coup, justement, effectivement, il y a une fonte du pôle Nord et du pôle Sud. Encore une histoire complètement abracadabrante. La montée des eaux n'a rien à voir avec la fonte des glaces. La glace, elle prend beaucoup plus d'espace quand l'eau est à l'état solide, elle prend beaucoup plus d'espace que quand elle est à l'état liquide. Ce qui est très bien, en fait, lui me montre que du coup, il y a des codes de fréquence, il y a des informations qui sont dans les cristaux de glace, qui sont dans les pôles, qui sont amenées à être fondues justement pour que cette information puisse circuler autour de la planète. Et en fait, ça va libérer une information absolument nécessaire, capitale et primordiale. Il y a des îles, effectivement, où ils parlent de montée d'eau qui disparaissent. Ça n'a rien à voir avec la montée de l'eau, c'est simplement des îles qui s'affaissent. Des îles volcaniques, en fait, qui ont des fois leur apogée et des fois elles s'affaissent. Tu peux faire l'expérience toi-même. Ok, moi je connais, quand je vais en Espagne, depuis tout petit, là. Alors toutes les mers sont connectées, hein, même si l'Atlantique il monte sur la Méditerranée, eh ben, ça passe par Gibraltar et normalement ça devrait monter aussi. Moi ce que je peux dire simplement, c'est qu'à heure fixe, alors après il y a encore un petit peu la marée, hein, qui a son effet. Mais si je prends vraiment les mêmes heures, si tu veux, où la Lune se situe au même endroit et qu'il n'y a pas d'histoire de marée, je connais un endroit où j'y vais depuis que je suis né. C'est une espèce de parking, hein, comme ça, qui est juste au niveau qui est peut-être à 50 cm, en fait, si tu veux, de la mer, là où elle se trouve, de la Méditerranée, donc. Et quand on y va le matin, très tôt, la mer était vraiment une flaque d'huile, hein, donc, et je vois sur ce mur-là, en fait, depuis petit, hein, qu'il y a des briques, hein, tout simplement. Enfin, c'est un mur, hein, avec des lignes.
Et je me souviens très bien que la mer arrive exactement à cet endroit-là. Donc sur une ligne bien précise, à telle heure. 40 ans plus tard, depuis le temps qu'on pollue et qu'on a le réchauffement, théoriquement, normalement ça aurait dû monter, non? Il me semble, ne serait-ce que de 1 centimètre peut-être. Eh ben c'est pas le cas. Tu peux l'observer aussi toi-même si tu habites au bord de la mer et que tu as des repères comme ça précis. À telle heure, telle fixe, la mer pour moi est exactement au même niveau, toujours sur cette même ligne. Donc c'est pour moi dans mon référentiel, hein, c'est 3 briques. Hein, il y a 3 briques et après la mer est là et puis tac, elle s'arrête pile sur cette ligne-là. Donc montée des eaux, c'est faux. C'est complètement faux. Et on peut l'observer effectivement. Elle aurait déjà dû commencer à monter, même si c'est vrai que les pôles sont en train de fondre. Donc encore une espèce d'arnaque pour réussir à faire flipper les gens. Je ne sais pas exactement pourquoi ils veulent dire ça. Peut-être que des gens y croient hein, réellement, mais en tout cas ça ne s'observe pas. Et ça ne... qu'on me dise alors la théorie pour laquelle quand tu fonds de la glace, un ami me disait comme les glaçons fondent dans mon pastis, mon verre ne déborde pas. Hein. Et on sait très bien que la glace s'expand. Et quand elle revient en liquide, elle devient plutôt comme ça. Donc en fait, ce qu'il ne voudrait pas, c'est surtout que ces cristaux qui sont condamnés en fait sous forme, ces codes génétiques en fait de la Terre ne soient pas libérés parce que c'est encore une chose qui va participer à l'ascension. Donc du regard d'Enki, en fait, tout se passe extrêmement bien. C'est juste une histoire de faction, exactement comme les mêmes problèmes qu'il avait entre le clan de son père et lui-même. Quelque chose qui veut s'expanser, qui veut évoluer, la nature, et puis il y a une contre-force qui ne veut pas ça, puisque en fait, ça leur fait simplement perdre leurs acquis et leur pouvoir. Donc ils mettent bouchée double, et en fait, c'est la culture du mensonge et encore du mensonge. Ce serait plus simple de savoir à quel moment ils ont dit la vérité, parce que ce serait beaucoup plus facile à écrire que le nombre de fois où ils ont menti. Les fois où ils ont dit la vérité, je pense que tu n'as même pas besoin d'une serviette de table pour pouvoir l'écrire dessus. Hein. Alors oui, c'est bien que ça se base des fois sur des vérités pour ne pas alarmer trop les gens. Donc effectivement, réchauffement climatique, c'est vrai. Fonte des pôles, c'est vrai, mais ça s'arrête là. Moi, je vois des lignes de temps superbes. Les voitures, alors pour en revenir à nous, elles ont quand même fait beaucoup de progrès. Bien que ça ne soit pas encore idéal, mais c'est certainement pas de passer à des voitures électriques chargées au charbon qui va nous sauver. Bien qu'il y a des voitures hybrides et électriques qui sont des très belles machines, hein, je dis pas, hein, si toi tu as acheté une voiture hybride, super, hein. Mais ne crois pas que tu vas sauver le monde comme ça. Parce que justement, il y a beaucoup d'autres problèmes qui seront beaucoup plus polluants, en fait, finalement, que de simplement avoir ce moteur explosion qui n'est pas parfait. Alors évidemment, hein, on parle de 10% de rendement, c'est assez nul, c'est assez archaïque hein, comme technologie, mais le problème est totalement déplacé. C'est absolument pas le problème. D'ailleurs même, il me montre que dans une ville qui est extrêmement polluée, tu pourrais avoir une voiture moderne, là, thermique, hein, qui brûle ces polluants avec un filtre, effectivement le catalyseur et les filtres à particules. Et finalement, elle pourrait même te rejeter une air plus propre, pas totalement propre, mais quand même plus propre que l'air qu'elle aurait absorbé d'une ville qui serait extrêmement polluée. Par contre, effectivement, elle relâche du CO2. Le CO2, les plantes s'en nourrissent, exactement comme toi, tu recraches de l'air au dioxyde de carbone. Donc en fait, toute cette augmentation de CO2 qui est vraie, lui dit en fait c'était quelque chose qui a été permis parce qu'on a compris que ça allait accélérer le foisonnement de la nature. Donc tu vois, c'est quand même vachement inversé hein, le truc. Hein. Ok. Donc ça, ce sera notre dernière peur apparemment. Hein. C'est leur dernière carte. La bonne nouvelle, c'est qu'après ça, si tout va bien, ça va finir par péricliter complètement et on va complètement rentrer dans cet âge d'or avec effectivement des choses à corriger. Hein. Alors je suis le premier à dire qu'effectivement le traitement des déchets il est pas bon, la gestion de la nourriture agroalimentaire, tout est à refaire. Hein. Tous ces piliers de la matrice sont en train de s'effondrer parce qu'ils étaient complètement viciés, pourris et qu'effectivement ils font pas du tout de bien à la nature. Mais David, s'ils voulaient faire quelque chose d'efficace, ils arrêteraient tout de suite la déforestation par exemple. Mais en fait, ils prennent quelque chose qui est bien réel et ils le transforment et ils l'inversent pour faire plus de peur et tout, et c'est toujours au détriment de la planète en plus.
C'est-à-dire que quand ils brandissent le panneau écologie, tu peux être sûr qu'ils vont polluer encore plus. Si on arrêtait de déforester, tout simplement, ça irait très bien. Ah, ça ne veut pas dire qu'il faut rester au moteur à explosion, hein. Mais le problème n'est pas là, tu l'auras compris. Les choses vont très vite, elles s'accélèrent extrêmement. Là, c'est vraiment une progression exponentielle qu'on a tous là en ce moment, autant intérieur qu'extérieur. Et lui est extrêmement fier de nous parce qu'il nous dit, ben, même malgré ça, ça fait encore partie de cette ancienne faction qui vous bride, qui vous donne des peurs, et néanmoins vous arrivez toujours à évoluer et à comprendre. Et donc il a de ce fait cet amour et cette admiration en fait réelle, une admiration énorme qu'il a pour l'humain. Parce que justement, beaucoup d'autres mondes ont le regard sur la Terre et ils étudient en fait. Ils étudient ce qui est en train de se passer pour ne pas refaire les mêmes erreurs plus loin. Donc on a énormément de mérite. Et justement, bah, tu vois, rien n'est impossible. Hein. Même si on était quelque part des hommes singes génétiquement modifiés, eh bien, c'est pour ça aussi qu'il y a tous ces êtres maintenant cristal de lumière qui viennent s'incarner dans ce corps génétiquement modifié pour le réparer, pour transmuter des choses, et que finalement c'est un véritable honneur, pour ces êtres cristal, hein, vraiment, de pouvoir participer à cette expérience qui fait jurisprudence dans tout l'univers. Et je suis touché parce qu'il est touché, en fait, parce qu'il est très sensible, parce que si je pouvais, là, je le prendrais dans mes bras, là, parce que vraiment... Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire par rapport à ça? J'ai juste effleuré, hein, quelques petits détails, vraiment, très rapidement, mais ce que j'aimerais vraiment que tu comprennes, c'est que... Reprends ta souveraineté, quoi, je veux dire, sois fier de toi. Hein. C'est énorme ce qu'on a fait, là. La planète Terre est apparemment une planète unique en son genre, où le fait d'avoir fait capoter ces expériences et tout, enfin on est extrêmement observé, vraiment. Alors je me répète un peu, hein, je le conçois. Il n'y a pas de futur inscrit, hein, il y a juste des lignes de temps, quoi, mais c'est pas impossible que justement tout ce qu'on comprenne maintenant, tout ce qu'on transmute, ça vienne vraiment se calquer dans d'autres mondes et faire évoluer énormément. C'est pour ça qu'on est aussi protégé, d'ailleurs qu'on a été mis en quarantaine peut-être, mais qu'on est aussi observé. Parce que l'effort que toi tu fais aujourd'hui, s'il te semble insignifiant, de transmutation, de pardon, de la colère, d'ouvrir tes yeux, de t'éveiller, ça vient vraiment faire un effet de domino sur beaucoup d'autres mondes en fait. Donc on compte énormément sur toi pour ne pas tomber dans cette aspiration de trou noir, justement, et de résister par rapport à ça. De résister à la peur, à la colère, et de rester vraiment dans ces premières prémices qui nous a vus, là, quand on était dans les mines, tu sais, qu'on essayait vraiment de se sauver déjà les uns les autres. Alors voilà, c'est cucul la praline, mais je sais pas, mais donnons-nous la main, quoi. Vraiment, c'est énorme ce qui est en train de se passer, et on arrive vraiment à la fin de quelque chose qui est j'ai pas les mots parce que c'est énorme. Même la source hein, est en observation et très fière de nous. Et c'est pour ça aussi que les guides, ils ont toujours beaucoup d'humilité envers nous, qui sont toujours très admiratifs, et ça je comprenais pas très bien pourquoi en fait, parce qu'on nous apprend qu'on est le cancer de la planète, on nous apprend toutes ces choses-là en fait, qu'on est des erreurs de la nature et tout ça, et en fait, il n'en est rien, hein, c'est tout l'inverse, c'est tout l'inverse. Voilà les petits lots, je voulais pas faire trop long sur cette vidéo, je vais essayer de remettre tout ça en place, tu me diras dans les commentaires si tu as envie d'en savoir plus sur les tenants, les aboutissants de cette vie multimillénaire qu'ont les Anunnaki. Ce sont donc les Anunnaki qui nous auraient créés génétiquement. En tout cas, quand je dis créer, je parle du corps physique et je ne parle pas de l'être de lumière qui est venu incarner ce corps physique. C'est deux choses différentes. Et surtout que ça n'a pas toujours été les mêmes qui ont incarné ce corps. Mais en tout cas, les Anunnaki habitant sur Nibiru nous avaient créés pour qu'on soit servile. Et voilà qu'en fait, on se retourne complètement aujourd'hui
et on est en train de faire avancer l'univers entier. Donc tu vois, on part de loin, hein. On est vraiment mal parti, quoi. Tout était fait justement, et c'est bien pour ça notre mérite. C'est que tout était fait pour qu'on soit des créatures stupides et obéissantes, et puis en fait on est en train de réveiller beaucoup de monde dans l'univers qui sont encore endormis, de par nos transmutations, en fait, nos compréhensions. Et grâce à cet amour, en fait, qui a surgi dans notre cœur, cet amour qui a quand même trouvé place alors que génétiquement, tout était fait pour qu'on n'en ait pas. Waouh! Voilà les amis, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui, ok? Bon, excusez-moi, j'ai beaucoup reniflé, j'avais pas de mouchoir sur moi, j'ai bégayé, j'ai fait tout ça, mais bref. Voilà, ça me semblait important de le faire tout de suite ici et maintenant, et puis j'ai eu l'appel et voilà, ça sort comme ça sort. Allez, c'est une petite vidéo très intense pour moi. Bien, allez, je retourne avec mes moutons, puis alors au plaisir, hein, plaisir de vous voir partout, hein, en commentaire, et vraiment, vraiment l'humanité là, elle est en train de se souder. Voilà, on parlera d'autres choses plus tard par rapport à la suite des événements, ok? En tout cas, je vous aime, mais vraiment du fond du cœur. J'ai la preuve tous les jours, maintenant que je suis en contact avec vous vraiment directement. C'est vraiment un honneur, un plaisir d'avoir toutes ces âmes incarnées en fait, et puis qui parlent, hein, cette fois, je veux dire, qui réussissent. C'est vraiment magique, hein, parce que c'est une chose de vous sentir comme ça dans l'abstrait, et c'en est une autre de vous voir réellement là, en chair et en os, et puis d'exprimer ce que vous êtes, quoi. Ok, ça fait longtemps que je n'ai pas touché comme ça, hein. Allez, je retravaillerai ma sensibilité, ma foi, aujourd'hui c'est ce qu'il y a. Allez, des gros bisous, hein.